Bonjour. L'examen civique porte sur ces 5 thématiques. Le jour de l'examen, vous passerez un test de 40 QCM, dont 12 sont des mises en situation. Pour respecter cette structure, voici une série de 10 examens blancs de 40 QCM chacun, sans répétition avec les autres séries, afin de couvrir l'intégralité des questions officielles. Vous trouverez en bas de cette vidéo des liens très utiles pour assurer votre réussite. N'oubliez pas de vous abonner et de nous signaler toute erreur éventuelle. Commençons donc l'examen. La liberté d'expression sur les réseaux sociaux en France est A. Totale et sans limite. B. Suspendue. C. Garantie mais limitée par la loi. D. Réservée aux journalistes. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse C. Comme toute liberté, elle a pour limite l'ordre public et les droits d'autrui. Question suivante. Lequel de ces prénoms évoque un symbole de la République? A. Chantal. B. Marianne. C. Brigitte. D. Edith. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Marianne est la figure allégorique de la République française. Question suivante. Lequel de ces symboles représente la République française? A. Un lion. B. Un coq. C. Un aigle. D. Un ours. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Le coq gaulois est un emblème traditionnel, bien que non officiel, de la France. Question suivante. Où peut-on voir la devise de la République? A. Sur les billets de banque. B. Sur les uniformes de police. C. Sur le fronton des mairies. D. Sur les paquets de cigarettes. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse C. La devise liberté, égalité, fraternité est inscrite sur les frontons des bâtiments publics. Question suivante. Quelles conditions faut-il remplir pour être candidat aux élections municipales? A. Être électeur dans la commune. B. Être propriétaire dans la commune. C. Avoir résidé dans la commune depuis au moins 10 ans. D. Être âgé d'au moins 25 ans. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse A. Il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune. Question suivante. Parmi ces autorités, laquelle est élue? A. Le préfet. B. Le procureur de la République. C. Le maire. D. Le recteur d'académie. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse C. Le maire est élu par le conseil municipal. Question suivante. Quelles sont les fonctions du maire? A. Représenter l'État dans la commune. B. Préparer et exécuter les décisions du conseil municipal. C. Diriger la police nationale. D. Juger les infractions mineures. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Le maire est l'exécutif de la commune. Question suivante. Une personne n'ayant pas d'accès à Internet veut s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter aux prochaines élections politiques. Où peut-elle s'inscrire? A. À la préfecture. B. Au commissariat de police. C. À la mairie de son domicile. D. Au tribunal judiciaire. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse C. L'inscription se fait en mairie. Question suivante. À quel âge peut-on devenir électeur? A. 16 ans. B. 18 ans. C. 21 ans. D. 25 ans. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. La majorité électorale est fixée à 18 ans. Question suivante. Que dispose l'article 1er de la Constitution française de la Ve République? A. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. B. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. C. Le président de la République est le chef des armées. D. La loi est la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse
A. L'article 1er définit les principes fondamentaux de la République française. Question suivante. Que garantit essentiellement la liberté de la presse? A. Le droit pour tout journal de recevoir des subventions publiques. B. Le droit de publier et de diffuser des informations sans autorisation préalable de l'État. C. L'obligation pour les médias de relayer les communications gouvernementales. D. L'immunité totale pour les journalistes, quelle que soit la nature des informations publiées. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Principe qui interdit la censure préalable, bien que la responsabilité des éditeurs puisse être engagée a posteriori. Question suivante. Que permet la liberté de circulation? A. De circuler, de s'établir et de quitter librement le territoire national, sous réserve des restrictions prévues par la loi. B. De ne jamais être contrôlé par les forces de l'ordre. C. De voyager à l'étranger sans passeport dans tous les cas. D. D'utiliser tout moyen de transport gratuitement. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse A. Liberté fondamentale qui peut être limitée pour des motifs d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. Question suivante. Que signifie fondamentalement être citoyen d'un État? A. Avoir une carte d'identité et un passeport de cet État. B. Être titulaire de droits politiques et être soumis à des devoirs envers la communauté nationale. C. Être né sur le territoire de cet État. D. Parler couramment la langue officielle de cet État. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. La citoyenneté est un statut juridique qui confère des droits, exemple, voter, et impose des obligations, exemple, respecter les lois. Question suivante. En quelle année Napoléon Ier est-il devenu empereur? A. 1799. B. 1804. C. 1815. D. 1802. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Napoléon Bonaparte est sacré empereur des Français le 2 décembre 1804. Question suivante. Lequel de ces personnages a un lien avec la République française? A. Winston Churchill. B. Marianne. C. L'impératrice Joséphine. D. Le roi Soleil. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Marianne est une figure allégorique et un symbole de la République française et de ses valeurs. Question suivante. De quand date l'appel à la résistance du général de Gaulle? A. 6 juin 1944. B. 18 juin 1940. C. 11 novembre 1918. D. 25 août 1944. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Depuis Londres, le général de Gaulle lance son appel à continuer le combat le 18 juin 1940. Question suivante. Qu'est-ce que la Shoah? A. La bataille décisive de la Première Guerre mondiale. B. Le génocide des Juifs d'Europe par le régime nazi. C. La Révolution russe de 1917. D. Le nom du gouvernement de Vichy. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. La Shoah désigne l'extermination systématique des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Question suivante. Quel pays a été une colonie française? A. L'Argentine. B. L'Indonésie. C. L'Algérie. D. Le Nigeria. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse C. L'Algérie a été une colonie française de 1830 à 1962, constituée en département français. Question suivante. Qui a rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire? A. Victor Hugo. B. Georges Clémenceau. C. Jean Jaurès. D. Jules Ferry. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse D. Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, est à l'origine des lois fondatrices de l'école républicaine, 1881 à 1882. Question suivante. Depuis quand les Français disent-ils le président de la République au suffrage universel direct? A. 1848. B. 1958.
C. 1962. D. 1974. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse C. Une révision constitutionnelle approuvée par référendum en 1962 instaure l'élection du président au suffrage universel direct. Question suivante. En quelle année l'Union européenne a-t-elle été fondée? A. 1951. B. 1957. C. 1992. D. 2002. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse C. L'Union européenne est officiellement fondée par le traité de Maastricht, signé en 1992 et entré en vigueur en 1993. Question suivante. Dans quel cas faut-il déclarer son enfant au service d'état civil? A. Uniquement si les parents sont mariés. B. Pour tout enfant né vivant et viable, sans exception. C. Uniquement si les deux parents sont français. D. Seulement si l'enfant naît à l'hôpital. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Toute naissance d'un enfant vivant et viable sur le territoire français doit être déclarée à l'état civil, quelle que soit la situation des parents. Question suivante. Quand faut-il déclarer son enfant au service d'état civil? A. Dans le mois qui suit la naissance. B. Dans les 8 jours suivant la naissance. C. Dans les 3 jours ouvrables suivant la naissance. D. Dans les 24 heures suivant la naissance. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse C. La déclaration de naissance est obligatoire dans les 3 jours qui suivent le jour de l'accouchement. Le jour de la naissance n'est pas compté. Question suivante. Quel numéro d'urgence permet d'appeler la police? A. Le 15. B. Le 17. C. Le 18. D. Le 112. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. Le 17 est le numéro d'urgence pour contacter la police ou la gendarmerie pour toute situation de sécurité ou d'ordre public. Question suivante. Quel numéro d'urgence permet d'appeler le SAMU? A. Le 15. B. Le 17. C. Le 18. D. Le 114. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse A. Le 15 est le numéro du SAMU, service d'aide médicale urgente, pour toute urgence médicale. Question suivante. Auprès de quelle institution les parents peuvent inscrire leurs enfants à l'école publique? A. Au rectorat de leur académie. B. À la mairie de leur commune de résidence. C. Directement à l'école de leur choix. D. À la direction des services départementaux de l'éducation nationale. D'après ces propositions, quelle est pour vous la réponse la plus correcte? Réponse B. L'inscription à l'école publique commence par une démarche à la mairie du domicile, qui délivre un certificat d'inscription avant l'admission par le directeur d'école. Un maire demande à une agent contractuelle de retirer un petit signe religieux visible au travail. L'agent conteste cette injonction. La demande du maire est-elle légale? A. Oui, car la laïcité impose une neutralité religieuse totale à tout agent public. B. Oui, car le maire a un pouvoir discrétionnaire pour fixer les règles dans sa mairie. C. Non, car la liberté de conscience interdit toute restriction sur le port de signes religieux discrets. D. Cela dépend du statut de l'agent et de la nature de son contact avec le public. Réponse D. Seuls les agents publics représentant l'autorité de l'État, fonctionnaires, magistrats, ou en contact permanent avec les usagers sont soumis à une obligation stricte de neutralité. Des citoyens lancent une grève fiscale en retenant une partie de leur impôt pour protester contre un projet gouvernemental. Ce mode d'action est-il conforme aux devoirs du citoyen? A. Oui, c'est une forme légitime d'expression politique et de résistance à l'impôt. B. Oui, car l'impôt est volontaire et chacun contribue comme il l'entend. C. Non, car l'impôt est un devoir constitutionnel. Son paiement ne peut être conditionné. D. Non, sauf si une majorité de citoyens décide collectivement de cette action. Réponse C.
le devoir de contribuer aux charges publiques par l'impôt est obligatoire et inconditionnel. Le refus de payer est un délit fiscal. Un recruteur évoque la non-adéquation d'un candidat avec une équipe très homogène pour justifier un refus. Ce propos relève-t-il d'une discrimination? A. Non, c'est une appréciation subjective et légale de l'ambiance de travail. B. Oui, cela constitue une discrimination indirecte fondée sur l'origine. C. Seulement si le candidat peut prouver que son origine était le seul motif. D. Non, car la discrimination n'existe que si le motif est explicitement formulé. Réponse B. Les propos laissent supposer un critère de recrutement lié à l'origine, constitutif d'une discrimination même indirecte. La charge de la preuve peut incomber à l'employeur. Une manifestation déclarée est dispersée car un groupe violent en marche casse. La décision du préfet est-elle toujours légale? A. Oui, le préfet peut toujours disperser une manifestation si l'ordre public est menacé. B. Non, la liberté de manifestation est absolue et ne peut être restreinte. C. Oui, mais seulement si le cortège principal refuse de se dissocier des casseurs. D. Non, seuls les auteurs des violences peuvent être visés par des mesures individuelles. Réponse A. L'autorité administrative peut interdire ou disperser un rassemblement si elle estime qu'il présente un risque d'atteinte grave à l'ordre public. Un commerçant invoque la possible ruine de son entreprise pour être exempté de son devoir de jurer. Ce motif est-il recevable? A. Oui, les obligations professionnelles constituent un motif légitime d'exemption. B. Non, le devoir de jurer est une charge publique obligatoire sans exception. C. Oui, s'il apporte la preuve que son absence entraînerait une fermeture définitive. D. Non, mais il peut demander un report de sa convocation pour ce motif. Réponse D. L'exemption pour motif grave, comme une situation économique critique, n'est pas automatique. Le président de la cour d'assises peut accorder un report. Une mairie finance des visites scolaires dans une cathédrale avec écoute de musique sacrée. Un parent athée peut-il s'y opposer? A. Non, la cathédrale étant un monument historique, la visite relève de la culture. B. Oui, toute activité dans un édifice religieux est interdite à l'école publique. C. Oui, si la visite a un caractère cultuel et non purement patrimonial. D. Non, car la laïcité autorise la découverte des religions à l'école. Réponse C. La laïcité n'interdit pas les activités à visée pédagogique et culturelle, mais exclut tout acte de nature prosélyte ou participant à un culte. Un étranger naturalisé français est surpris de recevoir une convocation pour la JDC. Ce devoir s'applique-t-il à lui? A. Non, la JDC ne concerne que les jeunes Français de naissance. B. Oui, tous les citoyens français ont des devoirs, dont celui de concourir à la défense. C. Non, les naturalisés sont exemptés de tous les devoirs militaires. D. Oui, mais seulement s'il a moins de 25 ans au moment de sa naturalisation. Réponse B. Tout citoyen français, qu'il soit français de naissance ou naturalisé, a le devoir de concourir à la défense nationale. La JDC en est une des formes. La police interroge un gardé à vue tard dans la nuit sans avocat, arguant de la difficulté d'en trouver un. Cette procédure est-elle régulière? A. Oui, l'interrogatoire peut avoir lieu sans avocat si cela est nécessaire à l'enquête. B. Non, le droit à l'assistance d'un avocat est garanti dès le début de la garde à vue. C. Oui, mais seulement si le suspect y consent expressément. D. Non, l'avocat n'est obligatoire qu'au moment de la présentation au juge. Réponse B. Toute personne gardée à vue a le droit d'être assistée par un avocat dès le début de la mesure, de manière effective. Une association promouvant l'autonomie culturelle corse peut-elle recevoir une subvention publique? A. Non, car cela contreviendrait au principe d'indivisibilité de la République. B. Oui, car la promotion des cultures régionales est autorisée.
C. Non, car toute association politique est interdite de subvention. D. Oui, à condition que son objet ne remette pas en cause l'unité nationale. Réponse D. Le principe d'indivisibilité n'interdit pas la promotion des cultures régionales, mais s'oppose à tout financement d'activités séparatistes. Une femme découvre qu'un collègue masculin est mieux payé pour le même poste. Qui doit prouver l'absence de discrimination? A. La salariée, qui doit prouver l'intention discriminatoire de l'employeur. B. L'employeur, dès que la salariée présente des éléments laissant supposer une discrimination. C. L'inspecteur du travail, saisi par la salariée. D. Personne, car les salaires sont confidentiels et librement négociés. Réponse B. En matière de discrimination, après présentation par le salarié de faits laissant supposer son existence, c'est à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. Un pacifiste refuse tout uniforme si un service national est rétabli. La France reconnaît-elle le statut d'objecteur de conscience? A. Non, le devoir de défense est absolu et ne souffre aucune exception. B. Oui, et l'objecteur peut être totalement exempté de toute forme de service. C. Oui, mais il peut être astreint à un service civil de remplacement. D. Non, sauf pour les motifs religieux dûment attestés. Réponse C. Le statut d'objecteur de conscience est reconnu, mais il n'exempte pas du devoir de défense. Il ouvre droit à un service civil alternatif. Un magazine publie des photos volées d'un ministre dans son jardin privé. Le ministre peut-il agir? A. Non, car sa vie privée est réduite du fait de sa fonction. B. Oui, pour atteinte à son droit au respect de la vie privée. C. Non, sauf si les photos portent atteinte à sa dignité. D. Oui, mais seulement pour diffamation si l'article est mensonger. Réponse B. Toute personne, y compris un homme public, a droit au respect de sa vie privée. N'oubliez pas de consulter les vidéos sur les autres thématiques, qui se trouvent dans la description, de vous abonner et de poser vos questions en commentaire. Bon courage et à la prochaine!